La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, inexorablement, le chômage augmente dans notre pays. Les usines ferment. Nous avons appris encore la semaine dernière qu'il y avait un risque de fermeture d'une usine Goodyear à Amiens avec 1200 emplois. L'heure est grave, Monsieur le Premier ministre, et vous avez choisi de gouverner par diversion. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils ne comprennent pas votre obstination à maintenir l'examen du texte sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels dans ce contexte. Renvoyer, qui plus est, la discussion sur la procréation médicalement assistée à un texte ultérieur dans un mois est une imposture. C'est une véritable imposture, Monsieur le Premier ministre, parce que vous n'avez pas le courage d'assumer vos choix. Depuis 3 mois, le groupe UMP sollicite l'avis du Comité national d'éthique. Le Président de la République vient enfin d'accéder à sa demande, mais le fait 3 jours avant l'examen du texte dans notre Assemblée. C'est un véritable mépris pour notre Assemblée. C'est un affront. Et je vous prends un témoin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous allons débattre sur ce texte sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Vous avez peur du peuple parce que vous n'osez pas le consulter par référendum. Vous n'avez pas non plus le courage d'assumer vos choix, notamment sur la procréation médicalement assistée. Je vous demande donc de reporter l'examen de ce texte tant que nous n'aurons pas reçu l'avis du Comité national d'éthique. Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille. Monsieur le Président, c'est le gouvernement qui choisit le ministre chargé de réponse. Vous le savez. Le député, avant de parler de peur du peuple, je commencerai par vous rappeler que le peuple a besoin d'être respecté dans les urnes et que les urnes ont parlé et qu'elles ont confié par 2 fois le soin, d'une part au moment des présidentielles, de donner la possibilité à François Hollande de tenir les 60 engagements qu'il a présentés devant l'ensemble des Français, et que d'autre part, ce choix a été confirmé au moment des élections législatives et qu'il est bien qu'un président de la République tienne ses engagements. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette loi que nous allons présenter dans quelques instants, qui j'espère se fera dans toute sérénité, en tout cas vous pourrez compter sur le gouvernement et l'ensemble des députés de la majorité pour assurer ce débat dans la plus grande de sérénité. Cette loi porte sur le mariage et l'adoption qui sera ouverte aux couples de même sexe et je ne vois pas l'intérêt d'introduire de la confusion dans le débat en jouant sur des thèmes qui ne sont pas abordés, en jouant sur les peurs, en jouant sur un côté anxiogène que vous essayez de développer pour inquiéter nos concitoyens. Et puisque vous êtes tant préoccupés par la situation de la crise, effectivement, ne jouons pas sur les peurs et sur le renforcement d'un climat anxiogène sur lequel vous essayez de prospérer. Enfin, je voudrais dire que les réformes de société ne sont pas incompatibles avec les réformes sociales. Sinon, en pleine reconstruction d'après-guerre, comment expliquer que le général de Gaulle ait pris l'initiative d'accorder le droit de vote aux femmes? Comment expliquer qu'en 1974, en plein choc pétrolier, Simone Veil la parole est à Monsieur Erwan Binet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À l'approche. Allez, si. Allez. À l'approche de ce moment historique qui va enfin permettre à tous les couples de bénéficier des mêmes droits et donc de la même protection par la loi, quelle que soit leur orientation sexuelle, il est important de rappeler les dizaines d'années de combats qui ont mené à cette dernière marche pour l'égalité de tous les couples et de toutes les familles. Il y a eu d'abord un premier pas avec les débats
sur le statut des homosexuels qui aboutit en 1982 par la dépénalisation totale de l'homosexualité, engagement du candidat François Mitterrand. Puis en 1998, les débats précédents, le vote du PACS et son adoption, qui ont montré déjà une opposition frontale de la droite à la reconnaissance des couples homosexuels. En 2012, pour la première fois, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, promet l'ouverture du mariage et de l'adoption pour tous. Aujourd'hui, la volonté politique du gouvernement et de la majorité parlementaire est d'apporter sécurité juridique et protection à toutes les familles, à toutes les formes de famille. Ces longs mois de débats qui ont sensibilisé chaque Français ont révélé des questionnements, voire des hostilités. Ces débats ont aussi fait ressurgir une violence que l'on croyait marginalisée. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les conséquences du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe pour les familles homoparentales? Pouvez-vous également nous indiquer les mesures que le gouvernement envisage pour lutter contre l'intolérance et les discriminations dont font encore l'objet nos concitoyens en fonction de leur orientation sexuelle? Merci, Monsieur Binet. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Erwan Binet, vous avez, je crois, très bien exposé en des termes simples ce à quoi l'Assemblée nationale est invitée cet après-midi, c'est-à-dire à une nouvelle avancée pour plus d'égalité et de droits pour tous les Français. Le mariage pour tous. Oui, en effet, c'est un engagement du président de la République, c'est même l'engagement 31 de ses propositions, et qui a donné lieu à un large débat dans la société, avec des opinions effectivement controversées. Mais nous sommes dans une République où les questions de cette nature provoquent effectivement légitimement une discussion, un débat. Mais nous sommes dans une République où le suffrage universel donne mandat aux députés pour trancher, pour décider. Et c'est ce que vous avez fait cet après-midi. Et je sais que vous allez le faire, mesdames et messieurs les députés, avec la dignité et la sérénité qui convient. Vous savez, quand on regarde notre histoire, à chaque fois que nous avons fait progresser l'égalité dans notre pays, il y a pu y avoir des résistances. Il y a pu y avoir des craintes, des inquiétudes. Et pourquoi pas, elles ont le droit de s'exprimer. Mais une fois que ces lois ont été votées, eh bien, elles ont été considérées bien au-delà de ceux qui les avaient votées comme une vraie avancée, partagée par tous et toutes et considérée comme un acquis de la société française. Eh bien, il en va de même avec le projet de loi sur le mariage pour tous. C'est la prise en compte, en définitive, de l'évolution de la famille, des couples et des familles homoparentales. Ce sont des milliers de personnes, des milliers de familles, des milliers de parents et d'enfants. Eh bien, par ce projet de loi que le gouvernement a adopté, qui vous est soumis, vous allez pouvoir renforcer les droits des parents et les droits des enfants. Et ce n'est pas l'institution du mariage que l'on va affaiblir, on va simplement l'élargir et la renforcer. Enfin, mesdames et messieurs les députés, je le dis à vos collègues de l'opposition, ils ont parfaitement le droit d'être en désaccord. Mais il y a 15 ans, nous avons eu un débat ici même sur le PACS. Et je sais que ça n'avait pas été facile, qu'il y avait eu des interrogations parfois similaires. Eh bien, combien d'entre vous, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, m'ont dit quelques années après en me disant « Bon, nous étions contre, mais aujourd'hui, c'est admis, c'est une avancée et nous reconnaissons que vous avez eu raison. » Eh bien, je prends le pari que demain, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, beaucoup d'entre vous viendront me dire « Oui, c'est une avancée, vous avez bien fait de le faire et je fais toute confiance à la majorité. » Et même au-delà de ces rangs, je suis sûr qu'à la fin du débat, une large majorité de parlementaires adoptera cette réforme pour plus d'égalité
entre les hommes et les femmes, mais aussi entre ceux qui sont du même sexe. Et la société française et la République française en sera encore fière. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À cette question, j'associe mon collègue Harry Chalut de Guadeloupe. Je vous fais part, Monsieur le Premier ministre, du profond désarroi de tous les fonctionnaires originaires de la France d'outre-mer face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent quand ils formulent une demande de mutation. En effet, le système de mutation actuel est gangréné par l'opacité et de nombreuses incohérences qui mettent à mal l'équité républicaine. Ainsi, est-il normal qu'après des années de mission en France hexagonale, des fonctionnaires ultramarins doivent attendre 10, 15, voire 25 ans pour voir leur demande de mutation enfin acceptée? Monsieur le Premier ministre, ces hommes et ces femmes remplissent leur mission avec devoir et bonne volonté. Je pense par exemple aux gardiens de la paix qui sont au nombre de 2500, dont 1800 pour la seule région Île-de-France. Mais après plusieurs années, il est bien légitime qu'ils aspirent à revenir au pays pour poursuivre leur mission tout en investissant pour leur avenir et celui de leur famille. Les fonctionnaires ultramarins ne demandent pas à être favorisés plus que d'autres, mais ils aspirent à retrouver un dispositif qui permette une mobilité équitable entre fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer et ceux de la France hexagonale, ainsi qu'une prise en compte humaine des années accomplies pour celles et ceux qui demandent à retourner dans leur terre natale. Monsieur le Premier ministre, il vous faudra de la volonté politique pour réformer ce système et résoudre cette problématique qu'est la mobilité de tous les fonctionnaires ultramarins. Ce travail doit se faire dans un cadre interministériel avec un agenda politique clairement défini. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc la suivante. Que comptez-vous faire pour que le changement se fasse maintenant, c'est-à-dire pour que l'évaluation des demandes de mutation se fasse de manière plus équitable, humaine et transparente? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. Monsieur le Président, Monsieur le député Thierry Robert, le statut général des fonctionnaires de l'État s'attache à concilier, en matière d'affectation sur un emploi, l'intérêt du service et les intérêts légitimes des agents. La loi du 11 janvier 1984 précise que les affectations sont prononcées en fonction notamment des emplois vacants. Elle crée une priorité de mutation en faveur des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils ont signé un pacte civil de solidarité. Dès lors qu'un emploi est vacant, il est pourvu en tenant compte d'un ordre de priorité. La situation familiale des fonctionnaires est le premier critère. Les critères secondaires sont ceux retenus dans le cadre du dialogue social avec les organisations syndicales. La nécessité que l'emploi soit vacant fait que toutes les demandes d'affectation ou de mutation ne peuvent pas aboutir dans les délais espérés par les fonctionnaires. Pour l'outre-mer, s'ajoute une difficulté liée au nombre réduit de mouvements sur le périmètre limité des postes disponibles. Si les possibilités de mutation se révélaient insuffisantes, la loi permet aux fonctionnaires de métropole ou d'outre-mer ne parvenant pas à obtenir dans son corps d'appartenance l'affectation demandée pour maintenir l'unité de sa famille, de solliciter en priorité, en fonction de l'intérêt du service d'accueil et des postes vacants, un détachement ou une mise à disposition dans une autre administration susceptible de lui offrir un emploi de niveau équivalent. Favoriser les mobilités au sein des trois versants de la fonction publique est un des objectifs du gouvernement. C'est une démarche de modernisation de l'action publique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va confier aux inspections générales une mission d'évaluation. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis tout d'abord que la Cour d'appel de Paris ait décidé de suspendre le plan social de restructuration chez PSA. Mais après Peugeot, c'est au tour de Renault de tailler dans ses effectifs. 7 500 postes, soit 17% du total des salariés. Pour faire passer la pilule, on nous sert le refrain connu du pas de licenciement,
mais des départs en retraite anticipés, des mutations, des départs volontaires. Soyons clairs, les décisions de Peugeot et de Renault signifient la suppression de 19 000 emplois industriels. Bonjour le redressement productif. Et l'arrogance patronale atteint des sommets. Renault ne se contente pas de sabrer des emplois, il y ajoute le chantage en demandant aux salariés de travailler plus sans gagner plus. À défaut de quoi, 2 sites seraient fermés. Dans ma circonscription, c'est ainsi qu'au final, Continental a mis la clé sous la porte. Chez Peugeot, c'est le retour aux méthodes de Citroën, de sinistre mémoire. Tout cela incite à la réflexion, car ce que fait Renault n'est rien d'autre qu'une anticipation de l'accord conclu entre le MEDEF et 3 syndicats sur ce qu'il appelle, avec cynisme, la sécurisation de l'emploi. L'accord précise qu'en cas de difficultés conjoncturelles, les entreprises pourront imposer à leurs salariés une baisse de leur salaire, une hausse ou une diminution de la durée du travail. Des mutations qu'il ne sera pas possible de refuser, sinon ce serait la porte. Eh bien voilà, Renault est passé aux travaux pratiques. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré vouloir transcrire le texte de l'accord en l'état. Vous en connaissez d'avance le résultat. Quand travaillerons-nous à une vraie sécurisation de l'emploi, à une législation contre le licenciement boursier, ce qu'ont choisi de rappeler aujourd'hui même les salariés en lutte à l'intention du chef de l'État? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous nous interrogez sur la situation aussi bien chez PSA que chez Renault, puisque ces 2 filières, le ministre du Redressement productif serait plus habilité que moi pour en parler, sont en difficulté et qu'elles doivent être accompagnées de manière industrielle dans les restructurations nécessaires et du point de vue social pour éviter que, comme d'habitude, ce soit sur les salariés que repose, comme aujourd'hui, le mécanisme d'adaptation de notre économie. L'accord auquel vous faites allusion, qui ne parle pas par cynisme de sécurisation de l'emploi, puisque c'est un terme qui a été utilisé par l'ensemble de la gauche avant même qu'il ne serve de titre à cet accord a justement comme objet, et en tous les cas, ce sera bien entendu la manière de retranscrire cet accord par le gouvernement, d'éviter des situations comme celles que vous décrivez. Aujourd'hui, dans une entreprise comme PSA ou Renault, qu'est-ce qui se passe? La direction, vous venez de le dire, décide unilatéralement, avec une négociation qui est aujourd'hui en cours, qui provoque d'ailleurs un certain nombre de tensions dont on peut comprendre la réalité et la force, décide unilatéralement. Demain, que se passerait-il avec la mise en œuvre de cet accord? Il faudra qu'il y ait un accord majoritaire avec les organisations syndicales de l'entreprise. Majoritaire avec les organisations syndicales de l'entreprise. Le patron ne pourra plus imposer, il devra négocier les conditions de mise en œuvre des accords et de l'adaptation de son outil de travail. La négociation, et si la négociation ne réussit pas, c'est l'État qui reviendra, je dis qui reviendra, pour contrôler le contenu de l'accord, pour contrôler les causes de l'adaptation nécessaire et les modalités elles-mêmes. L'État sera là en recours et en garant. Le pouvoir aux travailleurs dans l'entreprise, plus l'État garant, je pense que c'est effectivement plus de sécurité pour l'ensemble des salariés. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, mais avant cela, je voudrais dire à Monsieur le Premier ministre que la plus élémentaire des courtoisies républicaines aurait pu le conduire sur la réforme du mariage pour tous à répondre autant à notre groupe qu'à celui du groupe socialiste. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, malgré la mobilisation historique de toutes les écoles parisiennes, malgré nos avertissements solennels, vous avez décidé de faire paraître le décret concernant le projet des rythmes scolaires le samedi 26 janvier dernier au journal officiel. Projet, je le rappelle, rejeté par le Conseil supérieur de l'éducation, par le comité technique ministériel, par la commission d'évaluation des normes, les enseignants et leurs syndicats, et même par un grand nombre de vos propres amis, Monsieur le ministre. Vous avez adressé une lettre à tous les maires, dont j'ai été destinataire, et dans laquelle vous dites, je vous cite, « Le succès de cette réforme repose notamment sur vous et sur la qualité du dialogue que les acteurs locaux sauront nouer au niveau territorial ».
Eh bien, ce dialogue, je l'ai engagé au nom de la 5e ville de France, avec tous nos partenaires. 80% y ont participé, 32 000 représentants de la communauté éducative, dont 800 enseignants sur 1200. 80% d'entre eux ont dit non à votre réforme, non à la semaine des 4 jours et demi, non au changement des horaires actuels, non à l'allongement de la pause méridienne. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, alors que nous avons à faire des économies pour l'État, pour les collectivités locales, et que cette réforme va coûter considérablement en matière de dépenses publiques, pourquoi vous décidez-vous de maintenir envers et contre tous, de manière idéologique, cette réforme qui n'apportera aucune réponse concrète aux droits des enfants? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député Estrosi, je sais l'intérêt que vous portez aux enfants et aux élèves de France. Lorsque la formation des enseignants a été détruite dans ce pays, on ne vous a pas entendu. Lorsque la semaine de 4 jours a été instaurée, exception française par rapport à tous les pays d'Europe, on ne vous a pas entendu. Lorsque 80 000 postes ont été supprimés dans la fonction publique et l'enseignement, on ne vous a pas entendu. Lorsqu'au nom de la priorité de ce gouvernement et de l'intérêt du pays, j'ai eu le plaisir la semaine dernière de présenter au Conseil des ministres une loi de programmation et d'orientation qui fait de l'école publique la priorité de ce pays, on ne vous entend pas. Sur les 60 000 postes, sur la formation des enseignants, on ne vous entend que sur la réforme des rythmes scolaires. Votre voisin, ministre de l'Éducation nationale, avant moi, a fait pendant 1 an une consultation sur les rythmes scolaires et sa conclusion a été, avec le soutien de votre groupe, il faut revenir à la semaine de 4 jours et demi. Il y a une immense distance entre un homme d'État et un politicien, une immense distance entre un démocrate et un démagogue. Votre façon de conduire l'action publique ne me convient pas. Vous ne prendrez pas les enfants de France en otage de vos manœuvres politiciennes. Faire cette réforme, c'est l'intérêt de la France. Allez, s'il vous plaît. On se rassoit et on écoute monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe le président Jean-Louis Borloo, François Sauvadet, Arnaud Richard ainsi que l'ensemble des députés du groupe UDI. À l'heure où la Cour d'appel de Paris vient de suspendre le plan social de PSA et alors même que des négociations interviennent chez nos 2 principaux constructeurs nationaux, le groupe UDI tient à vous alerter sur l'avenir de notre industrie automobile française. Souvenons-nous, la restructuration du groupe PSA et la fermeture de l'usine d'Aulnay, annoncée l'été dernier, étaient inacceptables selon le ministre du Redressement productif. Vous aviez alors annoncé un grand plan de soutien au secteur automobile, principalement basé sur le développement de la voiture électrique pour soutenir nos constructeurs. Le 15 janvier dernier, Renault annonçait à son tour la suppression de 7 500 postes. Ma première question porte sur la vision du gouvernement en ce qui concerne la réorganisation de l'industrie automobile en Europe et en France. Plus largement, notre industrie automobile est en profonde mutation. La production se rapproche progressivement des nouveaux marchés, Asie, Amérique latine, hors de nos frontières européennes. Votre plan de soutien à la filière automobile n'a pas contribué à rassurer nos constructeurs puisqu'il n'empêche pas l'annonce de nouvelles suppressions de postes. L'urgence est aujourd'hui de dessiner un avenir pour plus de 2,5 millions de nos concitoyens salariés du secteur automobile. Ma deuxième question, au nom des députés du groupe UDI, comment allez-vous, Monsieur le Premier ministre, accompagner l'indispensable réindustrialisation des sites historiques automobiles français afin de permettre à la France de rester un grand pays industriel? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, merci de votre question. Le marché automobile français et européen enregistre des baisses d'entre 13 et 22%. Nous avons assisté à 2 attitudes. L'une a été celle qui a consisté à retarder les annonces, les dissimuler même,
Et nous avons été contraints de faire face à un plan extrêmement sévère avec des milliers de licenciements et même la banque de PSA, puisque c'est de PSA dont nous parlons, qui a été en difficulté temporaire au point que l'État a dû garantir sa liquidité à hauteur de 7 milliards. À cette occasion, nous avons demandé à la direction de PSA un certain nombre de contreparties. La première, c'est le reformatage du plan social. Il est en cours de négociation et des informations seront données lorsque le dialogue social sera abouti. Des efforts de réindustrialisation des 2 sites qui ont fait l'objet de fermetures, Aulnay et Rennes. Je dois vous dire que l'objectif que nous sommes fixés avec les partenaires sociaux de PSA, c'est qu'il n'y ait personne à Pôle emploi. C'est un objectif difficile, mais c'est un objectif indispensable et nécessaire. Nous avons demandé également qu'un certain nombre de mesures soient prises dans la gouvernance. Est entré au nom de l'État M. Louis Gallois, administrateur indépendant. Les salariés sont entrés et entrent au conseil d'administration de PSA. Et enfin, nous avons demandé à PSA de cesser toute mesure de distribution de dividendes, de stock options et de mesures favorables aux dirigeants et des conforts financiers aussi longtemps que la garantie sera au rendez-vous. Ce sont des mesures conservatoires, mais nous veillons également à soutenir l'ensemble de la filière. Et nous prenons en ce moment, avec l'ensemble des professionnels, des mesures de soutien à la sous-traitance. Merci. La parole est à Madame Françoise Guégaud. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous dire que nous ne pouvons accepter, pour seule réponse du ministre de l'Éducation nationale, l'outrance et l'insulte de sa réponse à notre collègue Christian Estrosi. Allez. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'actualité parlementaire mobilise toutes les attentions sur votre projet de loi du mariage pour tous. C'est sans aucun doute une bonne technique pour faire passer sous silence les attaques que prépare une nouvelle fois votre gouvernement sur la famille. Vous avez en effet missionné le président du Haut Conseil pour raboter les prestations familiales. Vos intentions sont d'autant plus inquiétantes que vous êtes déjà passé aux actes dans le projet de loi de finances 2013 avec la baisse du plafond du quotient familial et la hausse des prélèvements sur les emplois familiaux. Vous avez, il est vrai, revalorisé le RSA et pour ainsi dire oublié le SMIC. Vous voulez aujourd'hui revoir les conditions de ressources d'attribution des prestations familiales et leur mode de revalorisation. Votre politique, c'est une certitude, consiste bien à assommer ces familles qui travaillent. Votre majorité se gargarise du principe d'égalité pour ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Mais elle est prête à revenir sur le principe d'universalité de la politique familiale. Vous prétendez défendre la famille alors que vous allez, une fois encore, affaiblir le revenu de celle des classes moyennes. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand cesserez-vous enfin cette entreprise de démolition programmée de la famille, pilier de notre société? Merci Madame. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Monsieur le Président, Madame la députée, que je sache, ce n'est pas nous, mais bien vous qui avez pendant 5 ans stigmatisé les familles et en allant même jusqu'à suspendre les allocations, comme si la suspension des allocations était une façon de répondre aux difficultés d'éducation que peuvent éprouver certaines familles. Alors oui, nous avons un regard complètement différent sur la famille, où il s'agit de les aider dans leur fonction de parentalité, de les aider au travers de la conférence sociale qui s'est tenue contre la pauvreté, parce que nous avons aussi pour vocation à aider toutes ces familles monoparentales, à aider les familles les plus modestes à pouvoir bien éduquer leurs enfants, leur donner l'accès aussi bien à une alimentation saine qu'à une santé, alors que vous comptez parmi vous des mères qui refusaient l'accès à la cantine scolaire à certains de ces enfants. Oui, nous avons une politique familiale totalement différente et le fait
que le Haut Conseil à la famille soit mandaté pour réfléchir sur la valeur de la politique redistributive de notre politique familiale est une très bonne chose et vous verrez les conclusions pertinentes. Enfin, je voudrais juste vous dire que j'étais récemment à Berlin où on regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de force la politique familiale que nous menons, où on nous l'envie, où on nous demande même, j'irais jusqu'à dire, des conseils. Alors nous sommes fiers de conduire cette politique familiale. Merci madame. La parole est à madame Patricia Adam. S'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse au ministre de la Défense. Je remercie ici d'ailleurs de sa disponibilité devant la Commission de la Défense. Les dernières informations qui nous proviennent du Mali montrent que l'opération Serval est sur le point de remplir l'objectif qui lui avait été fixé, libérer les villes du nord sur le fleuve Niger. Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'opération est terminée. Je souhaite donc que vous puissiez répondre à un certain nombre de questions et je veux aussi en profiter pour féliciter véritablement nos armées qui ont accompli avec brio leur mission sur le terrain. Parce que la force de stabilisation africaine n'était pas encore prête, la France a dû intervenir en urgence avec le soutien politique unanime de la communauté internationale et le soutien opérationnel de nos partenaires européens. Que va-t-il se passer maintenant ? Entre le moment où la MISMA, à savoir la mission de soutien aux forces maliennes, sera opérationnelle, c'est une question qui vous est posée, qui nous est posée. Quel sera le rôle des forces françaises qui sont actuellement déployées et comment peuvent-elles aider à prévenir les débordements possibles, malheureusement, contre les populations du Nord Mali? Par ailleurs, la solution à tout conflit est avant tout politique. Le refus de traiter la question touareg a entraîné la marginalisation des forces politiques touareg traditionnelles par des extrémistes que nous connaissons. Il faut désormais arriver à une issue politique, sous l'égide bien sûr de la CEDEAO et des Nations Unies. La question est quelle sera l'attitude de la France à cet égard. Monsieur le ministre, et je profite de cette question pour vous dire que la Commission du Livre blanc et de la Défense, et sans en trahir bien évidemment son issue, va bien sûr remettre son rapport au Président de la République. Elle rappellera que l'Afrique est un continent stratégique pour toute l'Europe. Et je formule qu'à l'issue de ces travaux, pour nos armées, nous puissions remplir ces missions. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Madame la Présidente, Patricia Adam, Mesdames et Messieurs les députés, le Président de la République avait fixé 3 objectifs à notre intervention au Mali. Premièrement, stopper l'avancée des groupes terroristes et djihadistes vers le sud. Ça a été fait dès les premières heures, même au prix de la mort du chef de bataillon Boiteux. Deuxième objectif était d'aider les forces maliennes à restaurer l'intégrité de leur territoire, en particulier en libérant les villes du nord. C'est en cours, grâce à la chute de la ville symbolique de Gao et de la ville mythique de Tombouctou. Et le troisième objectif est de permettre la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et la mise en œuvre de la MISMA et de la force européenne d'accompagnement de l'armée malienne. C'est en cours puisqu'il y a déjà 3000 militaires africains sur le théâtre malien et que, en ce moment, se tient à Addis Abeba, en présence de Laurent Fabius, une réunion des donateurs pour aider la mise en place de cette force. Ces 3 objectifs ont été possibles grâce à l'action de nos forces armées, à qui je veux rendre un hommage tout particulier devant vous aujourd'hui. Je voudrais souligner aussi la lucidité tactique de leur chef pour la bonne mise en œuvre des différentes manœuvres qui ont mis au défi les groupes terroristes. Je voudrais vous dire 2 choses, Madame la Présidente. La première, c'est que les opérations ne sont pas terminées et qu'il nous faut poursuivre en accompagnement des forces africaines et des forces maliennes jusqu'à ce qu'elles prennent le relais. Et la deuxième chose, c'est que l'heure de la réconciliation au Mali est venue. Une feuille de route va être votée cet après-midi
par l'Assemblée nationale malienne. Il importe que le processus de réconciliation et de dialogue aille jusqu'à son terme. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alain Geste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que vous vous acharnez à faire voter un projet de loi que nos concitoyens jugent accessoire et qui les divise, des milliers de salariés dont l'emploi est menacé sont dans la rue aujourd'hui même. Parmi eux, nombreux sont ceux qui travaillent dans la filière automobile et c'est la raison pour laquelle je voudrais revenir sur le sujet qu'a évoqué notre collègue de l'UDI parce que, comme tous les Français, Monsieur le Premier ministre, ils s'interrogent sur la politique à géométrie variable de votre gouvernement. Un jour, votre ministre du redressement productif emploie des propos insultants à l'égard du président de Peugeot. Désavoué par le rapport qu'il a lui-même commandé de la mission Sartorius, il adopte un point de vue plus mesuré à l'annonce de l'accord de compétitivité attendu par Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Chez Goodyear, à Amiens, dont la fermeture du site de 1250 salariés pourrait être annoncée cette semaine, il indique suivre le dossier depuis bien longtemps. Mais qu'en est-il concrètement? Monsieur le Premier ministre, vous n'ignorez rien de la situation du secteur automobile qui est un élément majeur de l'industrie française et il concerne 10% de la population active. C'est la raison pour laquelle nous avions pris en compte la nécessité de rendre l'industrie automobile plus compétitive grâce à la TVA anti-délocalisation qui aurait eu un effet immédiat en matière de baisse des charges depuis le mois d'octobre si vous n'aviez pas décidé d'annuler cette mesure. Alors, Monsieur le Premier ministre, que va devenir le plan social de PSA après la décision de la Cour d'appel de Paris d'en suspendre l'exécution pour des raisons de procédure? Que répondez-vous aux salariés qui vous rappellent la promesse démagogique de la position 35 de François Hollande de légiférer pour dissuader les licenciements boursiers? Quelle est donc la réalité de votre action depuis l'annonce de votre plan en faveur de l'automobile? Merci, monsieur. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Monsieur le député Alain Geste, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de confondre le dossier PSA et le dossier Renault. Le dossier PSA a fait l'objet d'un retardement d'annonces et de décisions qui a conduit des milliers de salariés à devoir être licenciés avec la fermeture d'un site industriel qui est Aulnay et la fermeture d'une ligne de production à Rennes. Dans le dossier Renault, alors que les deux constructeurs automobiles font face à la même chute de marché, la société Renault anticipe et organise en quelque sorte la discussion autour d'un certain nombre d'éléments que nous avons exigés, nous, gouvernement, qu'il n'y ait, premièrement, aucun licenciement, contrairement à ailleurs, qu'il n'y ait aucun plan de départ volontaire, contrairement à ailleurs, qu'il n'y ait aucune fermeture de site industriel, contrairement à ailleurs, et que les dirigeants et actionnaires fassent quelque effort lorsqu'ils osent demander des efforts aux salariés, contrairement à ailleurs. Et je voudrais ajouter que la différence entre ceci et cela, c'est que nous avons également demandé que Renault relocalise en France des productions qui s'étaient éloignées du pays de manière à renforcer la base industrielle sur le sol national. Et c'est exactement ce que les organisations syndicales, dans la négociation difficile qu'elles ont engagée, ont mis sur la table. Elles ont dit « Nous voulons bien négocier, mais le préalable, c'est que vous remettiez des charges de véhicules à produire sur les usines françaises. » C'est donc bien deux attitudes différentes, l'une qui est transparente, l'autre qui est contractuelle, l'une qui est par ailleurs coopérative. Et en plus, nous avons la chance quand même de pouvoir en discuter ici sans être surpris par un drame social. Anticiper, c'est mieux que subir. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur William Dumas. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Monsieur le ministre, depuis plusieurs années, la France subit un processus de désindustrialisation, chute de 40% de nos parts de marché et déficit commercial de 70 milliards d'euros en 2011. En 10 ans, notre industrie a perdu 740 000 emplois, alors que sa part dans le PIB fondait de 30%. Ce décrochage industriel est considérable. Toutes et toutes, dans nos circonscriptions, nous constatons les dégâts
et nous mesurons les conséquences désastreuses des années UMP. L'immobilisme sur le front industriel a coûté cher. Chez moi, dans le bassin Cévenol, les entreprises les plus touchées sont Jalat à Saint-Hippolyte-du-Fort, fabricant de chaussures françaises de sécurité, et Shellbox, fabricant de mobil-homes aux Salles du Gardon. Nous avons déjà subi durement la crise avec la fermeture de l'entreprise Richard Ducrot sur Alès, soit 228 emplois sacrifiés. Monsieur le ministre, nous sommes fiers de constater qu'avec le gouvernement, le volontarisme est de retour. Pacte de compétitivité, plan de relocalisation, proposition de loi sur les reprises de sites. Notre majorité de gauche se donne les moyens de reconstruire une ambition industrielle. Je sais, pour être au cœur d'un territoire historiquement marqué par l'industrie, que nous avons les talents, les atouts et les formations qui peuvent impacter le potentiel de croissance des industries en France. D'ailleurs, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous offrir des chaussures de sécurité venues tout droit de Jalat, qui compléteront votre tenue Made in France. Cette paire est le symbole de notre créativité et de notre richesse industrielle que nous devons sauvegarder et développer. En conséquence, Monsieur le ministre, je vous demande quelles sont les perspectives que nous devons envisager pour le maintien des outils de production et des emplois industriels sur notre territoire. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le député William Dumas, la politique industrielle du gouvernement marche sur deux jambes. L'une pour se défendre, l'autre pour avancer. Se défendre, c'est le travail que font sur tous les territoires, pas seulement le vôtre dans le département du Gard, avec l'ensemble des partenaires qui sont organisés autour du soutien des entreprises qui connaissent des difficultés. Et je puis témoigner que sur tous ces bancs, le secours aujourd'hui qui est demandé est un secours qui est obtenu. Sur 312 dossiers qui ont été traités par les commissaires au redressement productif, par le comité interministériel de restructuration industrielle, c'est sur les 51 882 emplois menacés, 42 747 préservés. Il y a trop de pertes d'emplois, mais je puis attester que sur ces dossiers, il y a préservation des outils industriels. L'objectif, c'est que nous résistions sur le plan économique, même si parfois nous ne pouvons pas préserver l'ensemble des emplois. L'autre jambe, c'est avancer. Les grands programmes de renouveau industriel, tout à l'heure ça a été évoqué avec l'automobile. Nous avons mis le cap avec la filière automobile, les constructeurs, les équipementiers, sur le véhicule 2 litres. Et nous soutenons le zéro émission. Dans le ferroviaire, nous avons mis le cap sur le TGV du futur. Et nous avons dit avec Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, voilà, nous mettons des commandes sur la table pour la SNCF et des TGV, mais la contrepartie, c'est qu'en 2018, vous sortirez le TGV du futur, plus rapide, plus compétitif, qui transporte plus de monde et qui s'arrête plus souvent. Et c'est aussi cela, la compétitivité gagnée pour l'ensemble de l'industrie française. Je veux dire aussi que la bataille pour le renouveau industriel, c'est la bataille culturelle du Made in France, pour les consommateurs comme pour les producteurs, pour les grandes entreprises comme pour les petites. La parole est à Monsieur et pour Sébastien nous tous. Huyghe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 16 janvier dernier, le Conseil des ministres a promu au rang de préfet hors cadre chargé d'une mission de service public un conseiller du ministre de l'Intérieur et le chef de cabinet du Président de la République. Cette catégorie de préfets n'étant accessible qu'à 7 personnes et ces postes étant déjà occupés, votre gouvernement a fait le choix de destituer 2 préfets précédemment nommés. Aucun pouvoir n'avait jamais procédé ainsi pour faire de la place. Quelques jours plus tôt, vous avez proposé la nomination de Jack Lang à la présidence de l'Institut du monde arabe. Vous vous apprêtez par ailleurs à imposer Madame Anne Lauvergeon, ancienne conseillère de François Mitterrand, à la tête de ADS. D'autre part, vous nommez l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, Monsieur Olivier Schramek, à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À l'évocation de ces quelques exemples, il me revient en mémoire les perpétuelles leçons de morale que l'opposition d'hier
et son candidat à la présidentielle ne cessaient de redresser au précédent gouvernement. Il me revient en mémoire ces discours enflammés d'un François Hollande fustigeant les nominations de complaisance et jurant ses grands dieux que lui, président, il serait irréprochable sur ce point. Il me revient en mémoire enfin ces mots du candidat socialiste. Je cite, « Pour les nominations à la tête des grandes institutions, l'opposition sera directement associée, impliquée. Ce sera avec l'opposition que nous nommerons ces personnalités. » Ces discours électoralistes paraissent bien loin aujourd'hui. Vos décisions semblent davantage motivées par une chasse aux sorcières des nommés d'hier et par votre volonté de réinstaurer l'État PS des années Mitterrand. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous les nominations politiques et arbitraires? La parole est à pour Monsieur en Alain revenir à l'État Vidalis, impartial? ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, dans les exemples que vous avez donnés, ils sont naturellement choisis. Mais si vous aviez fait une présentation un peu plus objective, vous auriez pu, pour nuancer, mais ce n'est pas votre style, la question, parler de la nomination comme dirigeant d'Aéroport de Paris de M. de Romanet, dont je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que c'était une nomination politique. Et j'aurais pu ainsi donner d'autres exemples. En ce qui concerne la nomination, de M. Schramek, je pourrais vous dire que M. Schramek, dont vous estimez aujourd'hui que la nomination est politique, c'était bien sous votre responsabilité d'ailleurs que vous avez jugé que c'était un serviteur de l'État impartial lorsqu'il a été ambassadeur de France, serviteur de l'État impartial lorsqu'il a exercé de hautes responsabilités au Conseil d'État et surtout serviteur de l'État impartial lorsqu'il a fait partie de la commission Balladur, nommée par vous-même pour donner une appréciation sur ce qu'il y avait de mieux sur le fonctionnement de nos institutions. La démarche du gouvernement dans cette affaire, c'est d'une manière systématique de nommer les meilleurs hommes ou les meilleures femmes pour les emplois publics. Et nous souhaitons d'ailleurs pour l'avenir, et ça a été fait, que les commissions compétentes puissent se prononcer. Je dois dire d'ailleurs que dans un certain nombre des nominations que vous venez d'évoquer, il faudrait se coordonner dans la majorité parce que lorsque certaines de ces nominations sont venues pour un vote devant les commissions compétentes, vous vous êtes abstenu ou parfois vous avez voté pour. Donc il y a un vrai problème de coordination. S'ils sont apparus favorables en commission, c'est bien qu'ils l'étaient. J'ajoute, mais vous avez omis de le rappeler, et je vous comprends, que quand on est le parti qui a décidé de nommer lui-même directement les présidents des chaînes parlementaires, on ne vient pas donner des leçons de démocratie. Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans la nuit du 15 décembre dernier, le cyclone Evan a frappé durement l'île de Wallis. Près de 300 habitations ont été inondées, ce qui correspondrait à 12 000 habitations dans un département métropolitain moyen. Les cultures ont été dévastées, 90% du réseau électrique a été endommagé, ainsi que 80% du réseau téléphonique. Ensuite, les 2 et 3 janvier, ce fut le tour de la Nouvelle-Calédonie d'être frappée par le cyclone Freda, qui, même s'il s'est transformé en dépression tropicale forte lorsqu'il a atteint nos côtes, a causé des dégâts considérables. 2 jeunes ont perdu la vie. Des familles entières ont tout perdu en quelques minutes du fait de l'inondation de leur habitation. Le réseau routier a été considérablement endommagé du fait de la violence des crues et de la violence des vents. Les cultures, là aussi, ont été intégralement dévastées. De nombreuses communes de la côte Est de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui dans une situation difficile. Le 3 janvier, le chef de l'État, lors d'un entretien sur France O, a indiqué que la République serait solidaire de ces territoires lointains et, je cite, qu'elle leur apporterait toute l'aide nécessaire afin que les dégâts produits par ces cyclones soient réparés. Alors, ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Considérez-vous que l'appareil d'État
est suffisamment mobilisé au plan local et au plan national pour apporter l'aide nécessaire aux populations concernées? Quelles sont les modalités de cette aide ainsi que ses délais d'intervention, en sachant et en appelant votre attention, Monsieur le Premier ministre, sur la nécessité d'une réponse efficiente, rapide et efficace aux attentes des populations et des collectivités. La parole est à Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gomez, permettez, avant que je vous donne une réponse précise, efficace, efficiente, comme vous dites, de porter un complément de réponse avec l'accord de mon collègue Escoffier sur la question relative à la mobilité et aux mutations des fonctionnaires. Le président de la République a annoncé dans ses vœux le 3 janvier dernier ce que le Premier ministre s'apprête à faire, c'est de nommer un de vos collègues parlementaires, le Breton, député de La Réunion, parlementaire en mission sur les mutations, sur la mobilité, sur les affectations, dans le respect de nos textes fondamentaux. Pour ce qui concerne les ouragans, là c'était une dépression tropicale sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut, vous le savez, monsieur le député, une procédure d'évaluation des dégâts, un rapport fait notamment par Météo France pour déclencher 2 procédures. La première, c'est les fonds de secours. C'est déjà fait, puisqu'on a reçu il y a quelques jours ce rapport d'évaluation. Rapport évalué à peu près à 7,7 millions d'euros, 928 millions de francs du Pacifique, dont 7 millions sur les bâtiments publics, sur les équipements publics, à peu près 800 000 euros sur le secteur privé. La chose sera donc déclenchée très bientôt, le fonds de secours. Il n'y a pas de souci, parce que les communes ont pris, c'est vrai, quelque temps, une quinzaine de jours pour acheminer leur rapport. Pour ce qui concerne la commission des catastrophes naturelles, c'est vous qui êtes compétent. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie aussi, il est vrai, sont compétents pour déclencher cette procédure de catastrophe naturelle. Et pour Wallis et Futuna, je m'y suis rendu personnellement. Il y a, c'est vrai, de nombreux dégâts, 300 maisons d'endommagées, les réseaux publics également très fortement endommagés. 300 000 euros ont été mis à disposition pour des fonds d'urgence. Nous attendons, puisque là, la catastrophe naturelle est éligible. La parole est à monsieur Damien Meslot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les derniers chiffres de la délinquance sont catastrophiques. Ils montrent une augmentation de 5,8%, soit 15 000 victimes de plus pour ce seul mois de novembre. Les vols violents sur la voie publique ont augmenté de 8,9%. Les violences contre les personnes ont augmenté de 9% et les infractions économiques et financières de 18%. Pour cacher ce triste bilan, vous avez d'abord tenté de remettre en cause les instruments de mesure de la délinquance et d'invoquer les erreurs statistiques. C'était pourtant le même outil utilisé sous Nicolas Sarkozy qui, entre 2002 et 2012, avait enregistré une baisse globale de la délinquance de 17%. Puis vous avez annoncé une réforme de l'outil statistique de votre ministère. Quand les chiffres sont mauvais, vous tentez de changer le mode de calcul afin de les rendre plus acceptables. C'est une honte et vous ne tromperez personne. C'est un écran de fumée qui vise à masquer la triste réalité des chiffres de la délinquance et le résultat désastreux de votre politique. Les Français ne sont pas dupes. Chaque jour, les agressions se multiplient dans toute la France. Ce matin encore, dans mon département, en périphérie de Belfort, un supermarché a été braqué par des individus armés. Le ministre de l'Intérieur multiplie les déclarations musclées, tandis que la ministre de la Justice a instauré un climat d'impunité et cherche à réhabiliter la culture de l'excuse et à saper l'autorité des forces de l'ordre. Cette fois encore, vous allez tenter de nous expliquer que ce n'est pas de votre faute. Quand les chiffres montrent une explosion de la délinquance, vous dites qu'il n'y a pas de problème d'insécurité dans notre pays. Il ne suffit pas de casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Merci. Monsieur le Premier ministre, quelle politique allez-vous mener pour rétablir l'ordre avec le Parlement? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord excuser le ministre de l'Intérieur qui est en déplacement justement dans une zone de sécurité
prioritaire à Lille. La position du gouvernement est très claire sur ce sujet difficile. Les Français ont droit à la transparence et à la vérité sur l'état de la délinquance. Et pour la première fois, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a annoncé seul les statistiques de l'année 2012. Vous le savez, il fallait mettre fin à certaines pratiques et à certains arrangements, et notamment s'agissant des plaintes non enregistrées en fin de mois, de la pression sur les services pour fausser la réalité des chiffres. Et quand vous évoquez la nécessité ou l'opportunité de casser le thermomètre, j'entends cela comme une parole d'expert. Ces chiffres, aujourd'hui, le gouvernement les assume. D'abord, nous devons constater qu'il y a une baisse qui est un résultat positif en ce qui concerne les homicides depuis 1996, mais que ces chiffres ne doivent pas cacher l'aggravation de certaines formes de violences faites aux personnes. Ce n'est pas nouveau, les violences ont augmenté de 27,1% sur les 10 dernières années. Deux phénomènes sont particulièrement inquiétants et touchent d'abord les femmes, l'augmentation des vols avec violence et celle des violences sexuelles. La politique de sécurité doit s'adapter aux mutations de la délinquance qui révèlent les statistiques pour 2012. Le ministre de l'Intérieur a mis fin aux dérives de la politique du chiffre. C'est un devoir envers nos concitoyens, monsieur le député. Le gouvernement ne mène pas une politique du chiffre, il mène une politique du résultat pour la sécurité des Français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Luc Laurent. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Les députés du mouvement républicain et citoyen sont très attachés à une politique de l'énergie réaliste et innovante, garante de notre indépendance nationale et de notre compétitivité économique. Réaliste parce que nous défendons un mix énergétique large qui inclut durablement une filière nucléaire modernisée et sécurisée. Réaliste aussi parce que la sobriété énergétique en fait naturellement partie. Innovante car la diversification oblige à développer fortement les filières renouvelables comme la géothermie, l'éolien et le solaire. Oui, les énergies renouvelables ont leur place aux côtés des énergies fossiles et nucléaires dans le paysage énergétique. Une place complémentaire. Et il faut bien se garder, mes chers collègues, de nourrir une guerre des énergies qui consisterait à diaboliser les nucléocrates d'un côté ou à ironiser sur le retour à la bougie de l'autre. La relocalisation, la démondialisation passe aussi par le développement des énergies renouvelables. Vous avez même utilisé, Madame le ministre, à ce propos, la jolie formule du patriotisme écologique. Depuis plusieurs années, une filière comme le solaire photovoltaïque est particulièrement sous pression face au développement de la demande en Europe. Les acteurs chinois ont fait main basse sur le marché avec des investissements importants dans des conditions de concurrence contestables à tel point qu'elles font l'objet d'enquêtes de la Commission européenne pour déterminer l'ampleur du dumping. Face à cela, la réaction du gouvernement précédent avait été inadaptée. Alors, Madame la ministre, ma question est double. Quelles sont les mesures qui vont permettre de mettre en place une vraie filière industrielle d'avenir? Et au niveau européen, quelles sont vos intentions pour une politique de l'énergie? Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laurent, le patriotisme écologique, c'est que la transition énergétique soit en même temps une politique qui permette de contribuer à la sortie de crise, qui permette aux Français de vivre mieux, qui permette que chaque euro investi par les Français sur leur facture d'énergie contribue à des créations d'emplois et à du développement industriel. L'objectif fixé par le président de la République est clairement celui d'une complémentarité des énergies décarbonées pour notre mix électrique entre le développement massif des énergies renouvelables et une part de nucléaire dont nous continuerons d'avoir besoin. Avec Arnaud Montebourg, nous réunissions d'ailleurs ce matin le comité stratégique de cette filière industrielle.
Pour les énergies renouvelables, nous avons pris des mesures d'urgence pour donner un coup d'arrêt aux destructions d'emplois liées au revirement décidé par le précédent gouvernement, notamment dans le domaine du photovoltaïque, où nous avons des entreprises françaises qui ont des savoir-faire, qui ont des technologies de pointe sur le solaire à concentration, sur les trackers, sur le photovoltaïque à haut rendement. Et donc nous avons pris des mesures ciblées de soutien, dont un mécanisme de tarif de rachat avec une bonification qui est autorisé par l'article 314.7 du Code de l'énergie et qui permet de soutenir, avec un mécanisme de tarif de rachat supplémentaire, les panneaux qui sont créés ou assemblés dans l'espace économique européen. Vous avez raison aussi d'évoquer l'enjeu européen. Je recevrai la semaine prochaine le ministre allemand Peter Altmaier. Nous conclurons un partenariat sur les énergies renouvelables. La France et l'Allemagne ont des mix énergétiques différents, ont fait souverainement des choix différents en matière de transition énergétique, mais ont aussi des points communs et des stratégies communes sur le plan industriel à développer pour les énergies renouvelables. Merci madame. La parole est à monsieur Paul Molac. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et j'y associe tous les députés de cet hémicycle qui vous ont déjà écrit. Le projet de loi sur la refondation de l'école ne fait aucune mention de l'enseignement des langues régionales. Comme de nombreux collègues et de nombreuses associations, je suis surpris et inquiet de ce manque de prise en compte. L'enseignement des langues régionales concerne en France environ 300 000 élèves, dont plus de 70 000 suivent le modèle de l'enseignement bilingue français-langue régionale. Vous avez récemment déclaré que le sujet faisait consensus et qu'il échappait à la polémique. Les sondages montrent en effet que les Français y sont de plus en plus attachés, avec des pourcentages qui dépassent dans certaines régions les 80, voire les 90% de soutien. Pour autant, la simple volonté de faire appliquer auprès de certains inspecteurs ou recteurs les circulaires qui régissent l'enseignement des langues régionales relève parfois du parcours du combattant. Les réponses de vos conseillers aux questions écrites sur ce sujet sont exactement les mêmes que sous les gouvernements précédents. Je rappelle qu'en France, contrairement à presque tous les pays d'Europe, aucune loi ne donne de statut aux langues régionales. Elles sont donc à la merci de tout recours au tribunal administratif et dans la plus grande insécurité juridique. Monsieur le ministre, j'en appelle donc à votre clairvoyance. Toute absence dans votre projet de loi sera utilisée pour fragiliser et empêcher tout développement de l'enseignement des langues régionales. L'élection d'une nouvelle majorité et la volonté du président de la République de faire ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devra inciter le ministère à prendre toute la mesure de l'enseignement des langues régionales et à ne pas traiter cette question à la légère. Dès lors, monsieur le ministre, comment comptez-vous sécuriser juridiquement l'enseignement des langues régionales au sein de l'école de la République, dans laquelle elles ont toute leur place? Merci. La parole est à monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, vous avez raison de dire que les langues régionales ont toute leur place et d'ailleurs elles sont reconnues à l'article 75.1 de notre Constitution. Ça n'est pas rien. C'est ce qui explique que sur ce sujet, il y a une continuité dans l'action des gouvernements de la République entre la loi Jospin de 89 qui reconnaît la nécessité d'enseigner ces langues régionales là où elles sont demandées et pratiquées et la loi Fillon de 2005. Si je vous ai répondu qu'il y avait un consensus, c'est que je crois que ce consensus est utile au développement de ces langues. Et je voudrais vous donner un chiffre qui permettra sans doute d'apaiser vos inquiétudes. Vous avez cité le bon chiffre en parlant de 272 000 élèves. Mais entre 2009-2010 et 2011-2012, en 2 ans, il y a eu 24% de plus d'élèves qui se sont engagés dans la pratique des langues régionales. Donc il serait curieux de vouloir faire aujourd'hui de ce sujet un sujet de difficulté entre nous. Mes orientations sont donc de 3 ordres. Premier ordre, comme vous le savez, ce sont des conventions entre l'État et les régions, collectivités locales qui permettent de traiter ces sujets. Je l'ai dit déjà, je suis prêt à l'extension de ces conventions. Deuxièmement, il est tout à fait important, vous le savez, qu'il y ait la ratification de la Charte des langues régionales et il y aura des conséquences à prendre, peut-être de type législatif, en compte. Troisièmement, il est absolument nécessaire, et j'y suis ouvert, je l'ai déclaré au Sénat, je le déclare devant l'Assemblée nationale, à ce que le débat ait pleinement lieu dans le moment qui va s'ouvrir au mois de mars du débat sur la loi d'orientation. Si nous pouvons avancer dans le sens
qui est celui de la pratique des langues régionales, porté par l'ensemble de la nation, reconnu par notre Constitution. Alors, avançons. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.